des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Désiré Le Fauconnier est né en 1926 à Port-Bail, donc sur la côte ouest du Cotentin. Il avait 13 ans lors de la déclaration de guerre. Et ce 6 décembre, un film racontant cette histoire de Désiré Le Fauconnier a été présenté à des élèves et puis aussi au grand public. Et c'est l'occasion de parler de ce film avec le réalisateur et avec le fils du héros de ce film. Olivier Félibiolet, bonjour. Bonjour. Donc vous avez réalisé ce film qui s'appelle Le gars des Calouins. Oui, tout à fait. Le film qui a été réalisé courant 2022-2023. Et Jean-Patrick, vous êtes le fils du héros donc de Désiré Le Fauconnier. Oui, je suis son fils aîné et j'ai fait l'assistant de mon père pour aider à la réalisation du film. Bien avant ce film, vous aviez déjà de toute façon recueilli son témoignage. Quel est-il ce témoignage ? Eh bien, il avait écrit environ 30 feuillets racontant sa vie. Donc ça nous a permis d'avoir un tracé total de son périple, notamment au cours de la vie passée sous l'occupation allemande et la libération de la France. Auquel il a contribué donc en s'engageant dans la 2e DB. Oui, alors il a vécu avec l'occupation allemande pendant 4 ans et comme beaucoup de jeunes, a été incorporé pour libérer la France avec les troupes qui avaient fait le débarquement. Alors si je peux me permettre, il n'a pas été incorporé, il s'est incorporé parce qu'il a un petit peu menti sur son âge pour pouvoir rentrer. Oui, il a menti sur son âge et puisque l'incorporation était à 18 ans et comme beaucoup, il a triché en disant il avait 18 alors qu'il en avait 1 an de moins. Voilà, donc il s'est vraiment engagé volontairement et ça c'est quand même une précision importante. Mais ça a été le fait effectivement de beaucoup de jeunes hommes de cette génération. Si on resitue un petit peu le contexte, Olivier Félibiolet, Port-Bail, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans l'ouest du Cotentin, donc pendant l'occupation c'est relativement tranquille en fait. Oui, puisqu'en plus l'occupation dans le Cotentin, c'est des soldats de la Wehrmacht qui sont présents. Donc on va dire que à l'exception Désiré de ce témoignage où il disait que les seuls soldats qui lui faisaient peur, c'était les soldats géorgiens qui étaient sous uniforme allemand, voilà, ça se passait plutôt bien avec l'occupant. Lui, Désiré, il était orphelin, enfin son père était décédé quelques années avant, donc il était un petit peu comme chef de famille, puisque c'était l'aîné des garçons. Et tout en préparant son certificat d'études, et en réussissant ce certificat d'études, il travaille en même temps dans une boucherie, ce qui va lui permettre d'améliorer l'ordinaire alimentaire pendant la guerre. Ça, c'est pas rien. Oui, alors pendant cette période, c'était le curé et l'instituteur qui étaient un petit peu les pères et qui faisaient preuve d'autorité. Et à cette époque où il n'existait pas forcément beaucoup de nourriture, eh bien les enfants allaient travailler et la notion de troc existait. Ils travaillaient notamment lors de ces périodes de libre à la boucherie. Et en compensation, il apportait un petit peu de viande pour nourrir la famille, ce qui le rendait très fier. Il y a quelque chose qui l'a rendu un petit peu moins fier, mais comme les autres, il n'a pas eu beaucoup de choix. C'est effectivement l'obligation d'aider les Allemands à dresser ces fameuses asperges dites de Rommel. Oui, les asperges de Rommel, donc il faut imaginer que c'est des troncs d'arbres en fait, qui vont être plantés dans les champs et sur lesquels on met des mines ou des grenades. C'est pour empêcher les avions alliés d'atterrir. Voilà. Et des jeunes de Port-Bail vont être réquisitionnés par la ville pour aider les Allemands à tailler les arbres et à aller planter ces asperges dites de Rommel. Et Désiré, je crois qu'il doit avoir 15 ans, quand il est sollicité pour aller travailler, et il doit venir avec sa hache, et sa hache, ça coupe mal. Et donc il galère. Et ça va pas bien se passer, il va se prendre même un coup de pied dans les fesses, etc. Et il dit finalement, sa chance, c'est que ça se passe tellement mal qu'il va jamais être convoqué. Et il dit, c'est tant mieux.
Le 6 juin 1944 arrive avec son débarquement et on sait que la Normandie a été particulièrement touchée. Il y a eu des souvenirs très vifs de votre père Désiré Le Fauconnier. Oui, et donc il raconte qu'il était à côté de Denville, donc quelques kilomètres de Port-Bail, et en entendant ces gros combats, il va longer la côte pour retourner et protéger un peu sa famille. Et c'est à ce moment qu'il rencontre des Américains qui commencent à le faire prisonnier et qui l'interrogent. Et voyant que c'était pour retourner à son domicile et qui connaissait parfaitement le terrain, notamment le terrain de combat, la répartition des troupes allemandes, eh bien il le questionne et il se trouve donc incorporé avec les troupes américaines qui sont présentes entre Barneville, Denville et Port-Bail. Et son destin va changer parce qu'il va croiser des Français aussi, qu'il a d'abord pris pour des Canadiens. Ah oui, la 2e division blindée du général Leclerc débarque quasiment 2 mois après, donc le 1er août 1944, à Utah Beach. Là, ils vont commencer à rentrer dans le Cotentin et à recruter. Et Désiré, effectivement, arrive, comme il dit, au carrefour de Port-Bail et il voit les véhicules qui sont stationnés, les blindés, et il va à leur rencontre. Et il entend parler français, donc il pense que c'est des Canadiens. Et puis les gars lui disent non, on est français. Et c'est là où il lui demande qu'est-ce que tu fais. Il dit je dois suivre une formation de parachutiste avec les Américains, avec qui je travaille parce que je les aide, je les guide. Et ils disent viens avec nous. Et c'est comme ça qu'il va, il va mentir sur son âge, donc parce qu'il a 17 ans, et il va s'engager dans la 2e DB. Et c'est très rapide parce qu'on est le 3 août 1944, il part aussitôt avec eux, dès le lendemain. Et les combats de la bataille de Normandie, c'est 3 jours après. C'est-à-dire qu'il n'a jamais tenu une arme de sa vie. Et 3 jours après, il est dans les combats de la bataille de Normandie. Voilà. Alors ça, dans le film, c'est relativement édulcoré. Mais en vrai, oui, vous avez raconté des choses, Jean-Patrick Le Fauconnier. Oui, tout à fait. Alors, il raconte comment il va être incorporé et un petit peu sa formation sur le terrain avec sous la charge des combats. Il devient un soldat. On va faire assez rapidement, hélas. Ce film, il est à voir en salle. Ce film dont le titre, je le rappelle, c'est Le Gars des Calouins, réalisé par Olivier Philippe-Biolay. Donc, il s'engage. Le 25 août, il arrive à Paris avec le reste de la 2e DB, après être passé d'ailleurs par Château-Gontier, en Mayenne. Oui, parce que l'épopée, en fait, Désiré va participer à toute l'épopée de la 2e division blindée. Donc il participe à la bataille de Normandie, donc avec la fermeture de la poche de Falaise. Et après la fermeture de la poche de Falaise, effectivement, il faut imaginer que la 2e division blindée, c'est quand même le bras armé du général de Gaulle. Donc voilà, et son objectif, c'est d'aller libérer Paris. Il faut qu'il prenne une stature vraiment internationale. Et il va obtenir, après de longues négociations avec les Américains, l'autorisation d'aller libérer Paris. Et Leclerc a déjà tout prévu, donc Désiré participe à cette libération de Paris. Voilà. Et pardon de vous interrompre, mais la Mayenne, le lieu où s'est décidé en fait la marche où le général Leclerc est venu plaider sa cause pour descendre à Paris. Exactement. Donc c'est un lieu très fort et symbolique, puisqu'effectivement la décision va être prise là. Même Leclerc va envoyer même des éclaireurs depuis la Mayenne vers Paris pour organiser. Alors il a déjà tout en tête, il sait par quelle porte il va passer. Et finalement, dès qu'il y a l'autorisation, ils vont carburer vers Paris. Mais vraiment, quand je dis ils carburent, c'est qu'ils vont très vite. Ils foncent. Pour être les premiers. Oui, c'est hautement politique vis-à-vis des Américains. Il faudrait... Donc De Gaulle et Leclerc, il faut que Paris soit libéré par des Français. Et la stratégie était bonne, puisque les objectifs ont été atteints. Donc, et après Paris, là c'était la libération et la grande joie du peuple. C'est ce qu'on voit sur les images d'archives, malgré de nombreux combats. Il ne faut pas oublier les combats, et notamment les forces intérieures de Paris, qui ont été cette résistance, qui a aidé quand même aussi à la libération. Oui, bien sûr, à chaque fois, ça s'est appuyé, même en local, sur des résistants, sur des résistants de toujours ou sur les résistants de l'avant-veille. Mais oui, bien sûr, et puis ça s'est fait effectivement dans le sang et dans les larmes, mais aussi dans les joies au fur et à mesure que ces villes et ces villages étaient libérés. Mais alors, Paris donc, est libéré le 25 août 1944, mais l'objectif de Leclerc, il l'avait dit bien avant, c'est pas Paris, c'est au-delà. Alors, Leclerc,
est envoyé par De Gaulle donc en Afrique dès 1940. Et en 41, en mars 41, Leclerc va faire en fait la première victoire française, c'est en Libye au fort de Koufra, où il va prendre le fort de Koufra aux Italiens. Et là, il va prononcer un serment fort, dit le serment de Koufra, qui est de ne s'arrêter que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Et ça va être l'objectif de tous ces hommes, d'aller libérer Strasbourg. Et c'est ce qui va être fait le 23 novembre 1944, où la deuxième DB et Désiré arrive donc à Strasbourg et le drapeau va être hissé en haut de la cathédrale. Donc le serment de Koufra est tenu, donc il a été prêté 3 ans avant. Et ça, c'est très fort pour les hommes de Leclerc. Mais Désiré Le Fauconnier continue à suivre la deuxième DB qui ne s'arrête pas à Strasbourg. En fait, l'objectif, c'est l'Allemagne. Alors après, effectivement, Leclerc se donne un autre objectif qui est celui d'aller en Allemagne. Donc il attend l'ordre et va le recevoir de foncer vers l'Allemagne. Et là, ils vont à nouveau aller très vite. Alors il se trouve en plus qu'il y a les autobahns, les autoroutes allemandes, donc ce qui permet d'aller encore plus vite. Et ils vont arriver donc à Munich. Et là, la deuxième DB se sépare. Et Désiré va faire partie de ceux qui passent au nord de Munich. Et là, c'est un souvenir qui est assez difficile. D'ailleurs, je crois que le film le relate bien, l'émotion, c'est qu'ils vont être dans les premiers arrivés au camp de Dachau. Et ils ignoraient ce qu'ils allaient trouver. Il le dit, et on le voit aussi sur les images, une stupeur, et puis là, un terrible mal-être. D'ailleurs, il en aura du mal à en parler de ce qu'il a pu voir. Mais ils n'ont pas pu, ils avaient ordre de ne pas descendre de leur char à cause des maladies possibles. Donc ils sont restés, une fois que Dachau a été libéré, ils sont repartis à la conquête de l'Allemagne. N'empêche que ces images, il les gardera toute sa vie, votre père. Ah, tout à fait, pour lui c'était une terreur, c'était horrible. Et puis une prise de conscience de cette horreur à l'extrême, de voir des personnes prisonnières dans de telles conditions. C'était insupportable. Olivier. L'épopée ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que quand il passe effectivement cette horreur, il passe Munich, il y a un objectif qui est, on va dire, une petite course avec les Américains qui est... Là encore, la compétition. La compétition, alors qu'on est dans... il faut rappeler quand même que la 2e division blindée dépend de la 3e armée de Patton, donc c'est une division française aux ordres d'une armée américaine. Mais il y a une petite compétition qui est celle qui va arriver le premier au Nid d'Aigle. Voilà. Et donc... en bas du Nid d'Aigle, donc dans le village, à Berchtesgaden, ce sont les Américains qui arrivent en premier. Mais les Américains pensent qu'ils sont arrivés. Et la 2e DB arrive 20 minutes après, et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas allés au chalet d'Hitler, au Berghof. Et donc les Français montent, d'ailleurs, ils vont même, avec humour, faire coucou aux soldats américains qui se disent « mais pourquoi ils nous font coucou quand ils passent ?» Et les premiers qui arrivent au Berghof, au chalet d'Hitler, ce sont les Français. D'ailleurs, ils vont mettre un grand drapeau français. Les Américains ne sont pas très contents, donc ils viennent, ils retirent le drapeau français, ils mettent le drapeau américain. Et quand Leclerc arrive le lendemain, il dit « mais les gars, en fait, il y a le Nid d'Aigle tout là-haut ». Et donc, en fait, les premiers allaient planter un drapeau français. Et c'était d'ailleurs une longue montée, parce que c'était enneigé, les tunnels étaient bouchés, l'ascenseur pour monter au Nid d'Aigle était cassé. Et donc, en fait, ils sont montés à pied, ils ont mis un drapeau français en haut du Nid d'Aigle. Et donc, ça n'a pas du tout plu. D'ailleurs, Désiré le raconte, ça n'a pas du tout plu aux Américains. La suite, on passe très vite, c'est le 8 mai 1945. L'armistice est signé. Le destin de Désiré se poursuit, puisqu'il fait partie des heureux qui est revenu indemne, puisqu'il y a eu quand même 70 millions de victimes dans cette guerre. Et donc Désiré Le Fauconnier fait partie de ceux qui reviennent au pays. Oui, alors il est ancien combattant, il a 19 ans. Décoré avec plein de médailles. Ah oui, la croix de guerre, je ne me souviens plus, la médaille américaine. Et donc il est ancien combattant, comme 4 autres de ses camarades du village. Et bien entendu, il raconte que lorsqu'il y avait des réunions avec les anciens combattants, ils étaient considérés comme des gamins. Donc ça faisait sourire. Et c'est ça qui est intéressant, le fait que les anciens de la guerre, donc de la Première Guerre mondiale, on pourrait imaginer qu'il y ait une espèce de sympathie naturelle, de solidarité naturelle. C'est pas forcément tout à fait le cas. Ah bah oui, parce qu'ils détrônent un petit peu leur prestance d'anciens combattants de la guerre 14-18. Donc là, ça fait sourire. Mais on est dans une époque où tout le monde se connaît dans les villages. Donc Désiré revient, ils sont démobilisés, un peu désœuvrés parce qu'il faut revenir à la vie civile. Et là, il y a plein d'emplois parce qu'il faut reconstruire. Le pays est complètement détruit.
quasiment à 100%. Donc les métiers du bâtiment prennent le dessus. Donc ils n'ont aucun problème et tout le monde reconstruit le pays. Le taux de chômage est alors quasiment de nul. On va faire très vite sur la suite des aventures de votre père, Désiré Le Fauconnier. Donc il s'investit tout de suite dans la reconstruction, il part aussi en Algérie et après il s'engage dans la gendarmerie, il finit gendarme, c'est ça? Oui, alors il se passe quand même quelques années de recherche, mais étant un peu militaire, ayant connu, il est militaire en soi, et il se dit, je vais partir en Algérie, et il part faire les écoles de gendarmerie en Algérie, mais c'est alors un département français, avec une organisation française. Et de là, il va être gendarme, et c'est à ce moment-là qu'il rencontrera sa femme. Il se mariera en Algérie, et d'Algérie, avec les événements, gendarme, il repartira en Corse. Il sera sauveteur de haute montagne. Là, il y a de belles anecdotes pour aller sur le Monte Cinto, aller rechercher un corps d'un alpiniste qui s'était tué. Et puis, après 6 ans passés en Corse, il reviendra sur le continent, notamment dans une brigade, où il terminera sa carrière militaire dans un village qui s'appelle Choisy-au-Bac, qui se trouve tout près de Compiègne, au confluent de l'Aisne et de l'Oise. Il vivra quasiment donc toute sa retraite à Choisy-au-Bac. Et alors c'est là qu'on peut voir un petit clin d'œil. Il a comme voisin à Choisy-au-Bac vos parents, Olivier et Philippe Biolay. Oui, alors Désiré, moi je connaissais depuis que j'étais enfant. Vraiment, il habitait en face de chez mes parents. Et donc c'est comme ça qu'en décembre 2021, où je vais boire un café avec lui et Jean-Patrick, où il me raconte cette épopée. Et ce qui m'a touché, c'est qu'à ce moment-là, on a parlé d'actualité. Et dans l'actualité, les conflits entre l'Ukraine et la Russie commençaient vraiment à se durcir. Et Désiré, à ce moment-là, il m'a regardé droit dans les yeux. Et quand vous avez un monsieur de 95 ans qui vous regarde droit dans les yeux, il y a déjà des frissons. Et là, parce que lui qui était jovial, là, est devenu sérieux, il m'a dit « Olivier, c'est pas possible que ça recommence ». Et c'est à ce moment-là où il s'est replongé dans sa guerre à lui, en disant « Mais voilà, faut pas que ça recommence, ces choses-là ». Et moi, ça m'a touché. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire ce film, d'enregistrer, de garder sa mémoire et cette épopée. Voilà, j'ai pas commencé par ça parce que je voulais qu'on puisse dérouler tranquillement cette vie de Désiré Le Fauconnier. Mais ce film, en fait, j'ai presque envie de dire que c'est un film militant. Vous le présentez comme un film pédagogique, mais je trouve très militant aussi, mais dans le très bon sens du terme. Oui, parce que moi, la guerre, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Mes grands-parents m'en parlaient. Et c'est quelque chose qui nous touche. Alors, c'est pas mon premier film sur la Seconde Guerre mondiale. C'est le 3e. Et pour autant, moi, j'ai pas fait mon service militaire parce que je voulais pas porter les armes. Et ce message de Désiré s'adresse aux jeunes, à la jeune génération. Donc, quand j'ai mis en scène ce film, je voulais garder à la fois la légèreté avec laquelle Désiré le racontait. Ça veut dire que c'est un film où on peut rire, où on peut être touché. Je sais qu'il y a des gens qui me disent j'ai pleuré à certains moments, mais d'autres m'ont dit j'ai ri. Et l'idée, c'est que les jeunes puissent s'approprier cette histoire parce que 80 ans, ça fait 80 ans qu'on n'a pas eu de conflit sur notre sol, en métropole. Et il ne faut pas que ça recommence, comme disait Désiré. Et donc ce film, c'est pour eux. Donc il est pédagogique pour qu'ils puissent vraiment s'approprier cette histoire en se disant 80 ans, finalement, ça peut paraître loin, mais c'est pas si loin. C'est à peine la vie d'un homme. Quand vous les rencontrez comme ça, ces enfants, pour avoir assisté à une projection avec des lycéens, ils ne bronchaient pas. Ils étaient très attentifs au film et leurs questions étaient très intéressées et intéressantes à la fin. Et je suppose que quand vous faites des projections scolaires, c'est un petit peu toujours la même chose. Les questions sont très différentes des jeunes. Souvent, on est surpris par leurs questions. Je me souviens de la première question, la première projection scolaire qu'on a faite. Il y avait des retraités, parce que souvent, quand je mets des scolaires, je mets des retraités. J'aime bien les échanges qu'il y a entre eux. Et j'ai vu le premier rang avec tous les retraités qui étaient étonnés par cette question. C'est un jeune qui me dit « Mais monsieur, est-ce que toutes les images sont vraies ?» Voilà. Et ça, du coup, ça nous a permis de partir sur les échanges, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire plein de choses et de dire oui, ces images sont vraies. Voilà, on avait des milliers d'heures, on a sélectionné quelques heures. Là, on vous met 12 minutes dans le film, mais elles sont toutes vraies. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas forcément précisé, mais c'est un film documentaire où on voit Désiré qui témoigne, et puis on voit aussi beaucoup d'images d'archives, et ça, c'est extrêmement intéressant et enrichissant. Oui, tout à fait. Et
effectivement, les images noir et blanc, ça peut détacher un peu, de dire, bah voilà, c'est pas de la couleur. Il y a très peu d'images couleurs, de vraies images couleurs dans le film. Et les jeunes, c'est ça où ils mettent une distance. Et en même temps, leurs questions sont toujours belles. Et j'aime évoquer la réaction de la fille d'une amie qui avait 12 ans, qui a vu ce film. Et quand les lumières se sont rallumées, elle a dit deux choses à sa mère. Elle a dit, mais maman, je savais pas qu'on pouvait rire pendant la guerre. Et tout à l'heure, les questions des jeunes portaient aussi là-dessus, sur l'occupation. Mais du coup, on peut avoir des bons souvenirs d'une période d'occupation? Oui, on peut en avoir. Effectivement, il peut y avoir des rires, mais il peut aussi y avoir des drames. Et la deuxième question qu'elle lui a posée, elle lui dit, mais maman, c'est quoi Dachau? Et du coup, ça a permis d'ouvrir une discussion, de lui expliquer l'horreur des camps. Donc ce film a cette vertu pédagogique, j'espère, et les enseignants peuvent travailler dessus sur l'histoire de la libération. C'est une des histoires de la libération, c'est pas l'histoire de la libération, puisqu'on a un dossier pédagogique qui a été fait par un enseignant de Normandie qui a eu un coup de cœur pour le film. Et aujourd'hui, en plus, on ajoute une exposition, voilà, autour du tournage, avec des photos de tournage, où on voit Désiré en train de se faire maquiller, répondre aux interviews. Voilà, je pense que c'était un beau moment qu'on a passé ensemble. Ce film, on en est très fiers. Et à chaque fois que je le projette à des scolaires, je pense à Désiré. Je me dis, mais pour celles et ceux qui y croient, il doit bomber le torse et il doit être fier. Surtout que je crois vous avez un petit regret, malgré tout, dans ce film, c'est qu'il ne l'a pas vu, ce film, hein. Jean-Patrick, votre papa est parti avant. Oui, alors il attendait avec impatience ce film. Il disait, mais quand est-ce que je vais le voir? Et la date avait été prise puisque il était donc dans les 6 derniers mois de sa vie dans un établissement hospitalier, dans un EHPAD. Et il est parti, il nous a quittés le 31 juillet 2023. Alors que le film devait être projeté à l'EHPAD, puisque c'était la primeur qu'Olivier avait tenu de faire, c'est-à-dire présenter la première projection à son ami. Et ça n'a pas pu se faire. Donc grand regret, mais s'il y a une vie dans cet espace extérieur, ils devront en être très fiers. Certainement. Ah oui, c'était quand Jean-Patrick m'a envoyé un texto le 31 juillet 2023. J'ai appelé toute l'équipe et c'est vrai qu'on était vraiment très tristes parce qu'on se pressait de finir le film pour lui montrer. Voilà, et c'est vrai que c'est 3 semaines avant. Voilà, il nous a fait une mauvaise blague là, 3 semaines avant. Mais du coup, on a tenu promesse parce que Jean-Patrick avait promis qu'on aille montrer ce film quand même à l'EHPAD. Nous y sommes allés peu de temps après et on l'a montré aux 60 pensionnaires de l'EHPAD. Et là, il s'est passé un cadeau de projection. Voilà, quelque chose de merveilleux. C'est que le film, à un moment donné, on évoque la libération de Paris dont on a parlé tout à l'heure, et je l'ouvre par la résistance et par le chant des partisans. Et là, à ce moment-là, il y a eu un écho au son. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre. Les 60 pensionnaires entonnaient le chant des partisans. Et là, je ne vous raconte pas l'émotion. Quel bel hommage, mais quel plus bel hommage pouvait être fait à Désiré à ce moment-là. Ce film, vous le commencez avec une phrase de Désiré Le Fauconnier, et ce serait bien de finir avec ça. Alors je vous laisse Jean-Patrick, parce que ce film, effectivement, il est présenté de façon légère, mais en même temps grave, sans masquer la réalité. Ça ne retrace pas, comme vous le disiez, toute la libération de la France et toute la guerre. Cette phrase qui introduit le film, je trouve qu'elle reflète bien cette atmosphère du film. Et puis, sans doute, ce qu'a été la philosophie de votre papa durant toute cette vie. Alors je vous laisse Jean-Patrick Le Fauconnier. Oui, alors il termine le film en disant « Et malgré tout ça, je suis heureux et j'ai grand plaisir à vivre ». C'est ça que vous retenez dans cette rencontre, cette jovialité. Vous en avez parlé à plusieurs reprises, Olivier. Oui, c'est ce qui est beau chez les hommes et chez Désiré, parce qu'il y a plein d'anecdotes, vous verrez dans le film, de contraste, effectivement, entre le bonheur et le drame. Et le fait qu'il ait écrit ses mémoires, où il termine ses mémoires en disant « Depuis, je suis toujours un homme heureux et libre ». Voilà, qu'est-ce que c'est beau, et c'est un message d'espoir pour tout le monde. Qu'on garde en tête à l'heure où effectivement les combats en Ukraine et en Russie continuent de résonner. Et par ailleurs, effectivement, ça fait 80 ans qu'on n'a pas eu de conflit sur notre sol, et il faut que ça continue. Et j'ai un grand espoir, c'est qu'un jour avec ces films, je puisse projeter avec des jeunes de différents pays. Je projette beaucoup en Allemagne, je projette en Pologne, en France. Et je rêve de faire une projection où les élèves pourraient être ensemble et partager ce moment ensemble.
et qu'il s'approprie cette histoire en se disant que on a là une chance qui est de l'après-guerre qui est celle de l'Europe, où on a vécu, on a construit l'Europe qui nous a mis en sécurité. Si ça pouvait continuer, ça serait merveilleux, et si ça pouvait s'étendre même encore au-delà de l'Europe, qu'on puisse garder ce bonheur et cette tranquillité de vie, ça serait merveilleux. Et cette tranquillité de vie, on commence par la construire parce qu'on n'y est pour rien dans les conflits internationaux. Sauf que cette tranquillité de vie et cette paix entre nous, elle commence dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes. Elle est à portée de notre main. C'est tout simple à faire, effectivement. Et c'est ça qui est plaisant chez un homme comme Désiré, c'est que, en fait, et les jeunes, c'est ce qui leur a plu, je vais peut-être terminer par ça tout à l'heure, c'est qu'il souligne qu'à un moment donné, ce monsieur, même s'il a combattu, il y a ce bonheur et puis il y a ces beaux moments. Parce que même dans la guerre, on est capable de rester humain et désirer les rester. Parce que, allez, je vais faire un petit teasing sur le film. Alors qu'il combat, il sauve quand même un jeune soldat allemand qui a son âge. Voilà, et il y a une très belle histoire autour de ça. C'est que 2 gamins de 17 ans, quand ils se retrouvent face à face avec des fusils, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils s'entretuent ou pas? Pas toujours. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Patrick Le Fauconnier et Olivier Fély-Biolay, de cette présentation, de ce récit de la vie de ce gars des Calouins, qui était donc Désiré Le Fauconnier, présenté en film. Pour découvrir les dates des projections, en fait, on peut aller on a une page Facebook tout simplement où il y a toutes les dates qui sont proposées, et celles et ceux qui voudraient des projections près de chez eux peuvent nous en faire la demande. C'était effectivement dans ce cadre-là que vous étiez à Laval ce 6 décembre à l'invitation de l'association Mayenne WW2 et en partenariat avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'ONAC.